à tous, je suis ravie d'ouvrir cette journée de streaming de rencontres d'auteurs dans le cadre de Môme à la page. Donc Môme à la page, je rappelle, c'est un festival qui existe depuis 2013 et cette année, avec les conditions sanitaires, on a décidé de faire une partie virtuelle. Voilà. Ce matin, de bon matin, on va rencontrer Rémi Courgeon. Rémi, vous êtes artiste, illustrateur. Vous avez travaillé pour l'édition, la publicité. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Une vingtaine d'albums, me semble-t-il. Non, plus que ça. Plus que ça. Ça, c'est un vieux chiffre. J'en suis à 50 maintenant. Voilà. Donc, écoutez, vous allez vous présenter mieux que je ne le ferai. Je vous laisse la parole. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour des questions. À tout à l'heure. D'accord. Donc là, j'ai 20 minutes. Il faut que je m'exprime en 20 minutes. Qu'est-ce que je vais dire pendant 20 minutes? Voilà. Alors, première chose, je vais faire un peu comme je fais dans les classes, c'est-à-dire je vais me présenter. Donc, je m'appelle Rémi Courgeon, c'est mon vrai nom, et je suis auteur et illustrateur d'albums jeunesse. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me définis souvent comme un raconteur d'histoires. C'est-à-dire que d'abord j'invente des histoires, après je les écris et après je les dessine dans cet ordre-là. Voilà. Donc comment je travaille? Eh bien, je travaille beaucoup dans des carnets, je prends beaucoup de notes, de petites notes, sans trop savoir ce que je vais faire avec. Et puis au fur et à mesure, il y a quand même des idées, des grands albums qui se dessinent. Certaines idées sont des bonnes idées, d'autres je les considère comme moins intéressantes et elles restent dans les carnets jusqu'au jour où elles deviennent quelque chose. Voilà. Alors, vous dites 20 minutes, ça me semble très long. J'aurais plutôt souhaité qu'on commence assez tôt par des questions. C'est plus facile pour moi. Est-ce que c'est possible, ça? Pas de réponse. Ok, pas de réponse. Je vais travailler un petit peu dans le vide. Je voudrais... c'est un peu difficile parce que là, pour l'instant, je n'ai pas de contact avec d'autres gens. Je suis face à moi-même et ça, c'est insupportable. Donc, je vais essayer de voir mes interlocuteurs ou interlocutrices ou les deux. Bon. Je vais visiblement me parler à moi-même, ce qui est assez étrange. J'ai l'impression de me raconter ma vie devant une glace. Bon, voilà. Donc, tout à l'heure, on a dit auteur de 20 albums. Non, en fait, me revoilà. Oui, oui, d'accord. On entend tout, mais le temps de revenir, c'était un peu long. Ok, très bien. Pas de souci. On va dialoguer si ça convient mieux. C'est plus facile. C'est plus facile. Voilà. Donc, moi, je serais assez partant pour qu'on démarre tout de suite sur des questions, parce que sinon, j'ai l'impression de pédaler dans le vide, là. C'est un petit peu... voilà. C'est plus facile avec des questions, même si j'y réponds pas totalement directement, mais ça m'aiguille sur des pistes. Il y a pas de souci. On vient de recevoir, il y a peu de temps, votre album Hector, été, automne, hiver. Oui. Et on avait bien envie d'en parler avec vous. Avec nous, hein, voilà. D'accord. Bon, c'est le tout dernier. Hein, voilà, le tout dernier. Le dernier sorti, ouais. Ouais. Les collègues avaient eu la chance de découvrir le texte quand vous êtes venu en 2017 à Sardan. C'est vrai? Ah, j'avais oublié. Ah oui, d'accord. Voilà, et du coup, on est un peu curieux, puisqu'il y a eu on avait l'embryon de l'album, on est un peu curieux de savoir comment ça a pris du coup
du temps. Ça fait 4 ans, du coup, ça a pris du temps pour que vraiment il soit chez le libraire terminé, etc. Comment ça s'est passé, la genèse de cet album, du coup? Je savais pas au moment où je vous ai présenté l'album en 2017, je ne savais pas du tout si ce texte allait devenir un album. Je pense que je venais de l'écrire et j'étais dans l'excitation d'avoir trouvé quelque chose qui m'intéressait, sans trop savoir si ça intéresserait vraiment un éditeur. Parce qu'avant d'arriver en librairie, il faut qu'un éditeur te dise « Ok, j'aime, on y va, on le fait ». Il se trouve que j'ai rencontré il y a un peu plus de 2 ans les gens de Didier Jeunesse qui m'avaient fait un peu des appels du pied pour qu'on travaille ensemble. J'avais fait juste un boulot en tant qu'illustrateur avec eux, mais là, j'étais pas auteur. Et j'ai apporté, je pense, 4 projets, dont celui-là. Mais celui-là, c'était rigoureusement un texte sans dessin. Il y avait un croquis de couverture, mais qui n'était pas du tout abouti, qui ne correspond pas du tout à la couverture actuelle. Et il y avait juste ce texte. Et il se trouve que les 3 ou 4 femmes que j'ai rencontrées, puisque chez Didier Jeunesse, il n'y a plus que des femmes, il n'y a pas un seul homme dans l'équipe Didier Jeunesse, et toutes les 4 ont aussitôt bondi en disant « Ah, ça, on adore !» Voilà. Donc, elles ont jugé un texte sans image, et ce qui est très difficile pour juger un album. Même quand on a l'expérience d'éditrice et qu'on a l'expérience avec un auteur, juger un album simplement sur un texte, c'est d'abord faire confiance à l'illustrateur, parce que quand je vais mettre la casquette illustrateur, il va se passer quelque chose de nouveau. Il va y avoir une confrontation de ces mots qui, pour l'instant, ressemblent plus à un poème ou une petite histoire qu'à vraiment un album, et il faut passer aux images. Et Dieu sait si les images comptent énormément dans un album. Et dans certains albums, les images comptent encore plus que les mots. Voilà. Moi, j'essaie de faire en sorte que les deux soient équilibrés, texte et dessin. Mais par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler pour Milan. Milan, j'ai fait quand même un certain nombre d'albums avec elle. J'ai fait Brindille, j'ai fait Tiens-toi droite, Passion et patience, et puis plus récemment Ta peau contre la mienne. Et en ce moment, je leur ai envoyé un nouvel album. Elle se pose plein de questions, mais c'est vrai que les images ne sont pas encore faites. Il va se passer quelque chose au moment où les images arriveront. Il y a quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la jeunesse des images donne une tournure différente à un texte. D'ailleurs, si on proposait le même texte à 4 ou 5 illustrateurs ou illustratrices, en disant tiens, on va faire 5 versions du même album, les différences seraient énormes, bien sûr en fonction des choix qu'on aurait fait de l'univers de ces illustrateurs ou illustratrices. Donc, une fois que j'ai dû commencer à travailler sur cet album, c'était très difficile parce que le texte est un texte très sec, un texte où il n'y a pas de verbe conjugué, donc il est très particulier. Il est extrêmement difficile à raconter dans une classe. Généralement, quand je lis ce texte sans image dans une classe, les enfants sont totalement perdus. Je vois bien dans leurs yeux qu'ils sont totalement perplexes. Qu'est-ce que ça raconte vraiment? Et là, dans cet album particulièrement, il y a besoin d'images pour qu'on comprenne. Donc, j'ai essayé d'abord de travailler les images comme j'ai travaillé le texte, tout en retrait et d'une manière très sèche. Et c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Il fallait au contraire que les personnages soient très incarnés, très charnels, qu'ils soient présents, qu'on ait leur regard, qu'on ait leur posture. J'ai d'abord travaillé sur les deux héros qui sont donc ce cerf qui s'appelle Hector et qui est un personnage mystérieux, et puis cette biche qui s'appelle Leila et qui est peut-être un peu moins mystérieuse que lui, mais il fallait qu'ils existent d'abord
et que au fil du crayon, je les comprenne bien. Donc il y a eu un choix de fait parce qu'il fallait qu'on les reconnaisse. Et donc le cerf, il a sur le poitrail une feuille d'érable, et la biche, elle a sur le poitrail une feuille de chêne. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas à première vue, mais qui pour moi comptaient beaucoup. Comme ça, on les distingue du premier coup d'œil. Et puis après, je me suis rendu compte que j'avais non seulement envie de raconter l'histoire d'amour dans un sens poétique, mais j'avais aussi envie de raconter cette histoire aussi avec de l'humour. C'est-à-dire que souvent on met la poésie et l'humour, on les sépare. C'est-à-dire il y a soit la poésie, soit l'humour. Or, en réalité, il y a un lien très étroit entre la poésie et l'humour. Et on le voit bien chez certains auteurs, certains poètes comme Prévert. Évidemment, dans Prévert, quand on lit des poèmes de Prévert, il y a la poésie et il y a l'humour. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un poète qui est lié à l'enfance. Parce que les enfants ne font pas forcément une grande distinction entre poésie et humour. Pour eux, ça leur plaît. Ils rentrent dedans, ils sont capables de rêver et de rire et d'être émus. Mais tout ça, dans notre travail d'auteur, dans mon travail en tout cas, moi, j'aime bien de passer de l'un à l'autre, du rire aux larmes, si je peux, de l'émotion même quelquefois de la franche rigolade. Ça me déplaît pas d'avoir une rupture dans les albums sur quelque chose qui fait vraiment rire. C'était le cas par exemple avec L'Oiseau-Chat. C'est une histoire extrêmement tragique, mais c'est une histoire qui doit faire rire. J'aime bien ce côté tragicomique, voilà. Et justement, alors, vous disiez que ce texte, il était très sec par l'utilisation des phrases avec des verbes non conjugués, etc. Comment il est arrivé ce texte-là? Pourquoi avoir fait ce choix stylistique? C'est surprenant quand même. C'est aussi un petit peu une tendance que j'ai à faire des propositions dans un texte, dans un paragraphe, dans une double page. J'utilise pas mal des propositions sans verbe. J'aime bien casser une narration par des petites phrases très courtes qui ne sont pas des phrases, qui sont, voilà, ça commence par une majuscule, ça se termine par un point, mais souvent il n'y a pas de verbe. Donc en fait, sur ce modèle-là, j'ai tiré le fil en me disant, cette fois, je vais enlever tous les verbes et on va voir ce qui se passe. Et finalement, en le faisant, j'ai aimé parce que j'ai eu l'impression d'être, moi, un homme primitif qui regarde ses biches, ses cerfs et ses fans à travers des rideaux d'armes comme ça. C'est peut-être au début de l'humanité, c'est-à-dire quand les humains sont en minorité par rapport aux espèces végétales et animales, et il y a un bonhomme qui va essayer d'exprimer ce qu'il ressent par rapport à ce qu'il observe des animaux avec un recul. Comme si le langage humain n'était pas encore arrivé à maturité, alors que la nature elle-même est totalement à maturité. C'est-à-dire, la végétation est là, les saisons tournent, le rythme des saisons compte beaucoup dans cet album, mais aussi ces animaux, ils sont arrivés à leur terme, à leur maturité, et même peut-être un peu plus, puisque parmi tous ces animaux, tous ces cerfs, il y a celui qui se cache parce que il est entre l'animal et le végétal, c'est-à-dire que quand le printemps arrive, ces bois bourgeonnent, font des feuilles, et puis des fleurs, et puis des fruits, et ça fait de lui un être un peu à part. Voilà, donc c'était ça que j'avais envie de cultiver. Et en même temps, quand le livre est sorti, quand je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres, je n'avais aucun recul pour savoir s'il était bien ou pas bien. Pour moi, c'était un peu une énigme. Voilà, et je suis content parce que maintenant, j'arrive à
Une autre étape de cet album, c'est les premiers lecteurs. Donc les premiers lecteurs, c'est toujours un peu, ça passe ou ça casse. Soit les gens restent à la porte en disant, bah je comprends rien, voilà. Soit ils disent j'aime, ou c'est étrange, ou enfin ils réagissent. Donc voilà, je suis dans cette phase intéressante où enfin l'album existe en tant que livre et donc forcément il y a quelques lecteurs. Voilà. Oui, il est surprenant sûrement lors des rencontres scolaires. J'imagine que oui, effectivement, ça peut être un peu troublant, mais pas forcément dans un sens négatif, mais surprenant en tout cas. Et, j'avais envie aussi que vous nous parliez des choix de vos techniques différentes d'illustration, comment vous vous appropriez ça. Est-ce qu'en fonction du propos, on choisit une nouvelle technique, des choses différentes, parce que vous avez quand même une palette, si j'ose dire, assez grande. Ça c'est une question toujours un peu difficile. Il y a des musiciens qui toute leur vie font de la bossa nova. Voilà, Gilberto, Joao Gilberto, c'est un musicien de bossa nova. C'est l'inventeur de la bossa nova. Il a inventé un genre qui aujourd'hui est devenu un genre musical comme le tango ou la valse ou le reggae. Mais c'est lui qui a été l'inventeur de ça. Et toute sa vie, il n'a joué que de la bossa nova. Et puis, il y a des musiciens dont je fais partie qui, de temps en temps, ont envie de jouer une bossa nova. Et puis, se disent, tiens, ben non, sur cet album-là, c'est juste un piano, une voix. Et puis, sur un autre album, qui vont dire, ben non, là, c'est du noir et blanc, pur, voilà, etc. Moi, je fais partie de ces auteurs qui aiment bien changer d'outils, changer d'instruments. Alors, on en parlait avec Gilles Bachelet. Gilles Bachelet qui déroule son œuvre comme il déroulerait enfin comme Joao Gilberto dérouler ses bossa nova. Lui, il a une manière de faire, une manière de parler, une manière de s'exprimer merveilleuse avec une palette extrêmement large. Je suis très admiratif bien sûr de son œuvre. Et lui, il a une définition assez marrante. Il dit, voilà, il y a deux sortes d'auteurs. Il y a les sangliers et les renards. Les sangliers, ils avancent en droite ligne et voilà, comme lui. Et les renards, ils nous voient, ils se cachent, ils changent de direction. Alors, il y a un auteur qui est vraiment le maître de ça, c'est Thierry Dedieu. Thierry Dedieu, il surprend. Et d'ailleurs, Thierry, enfin, qu'on peut plus appeler Thierry maintenant, ni Thierry Dedieu. Maintenant, il faut l'appeler, pas Dieu, mais il faut l'appeler Dedieu. Voilà. C'est Monsieur Dedieu. Bref. Et Dedieu, lui, non seulement il se cache derrière des personnages, comme moi je fais, mais en plus il se cache derrière des auteurs. C'est-à-dire qu'il il change, il prend des pseudonymes. Et il met les lecteurs sur des fausses pistes. Hein. Donc voilà, ça c'est... lui, c'est vraiment le maître de ça. C'est vraiment le renard parfait, quoi. Voilà. Moi, je pense que je fais plus partie des renards que des sangliers. Peut-être parce que j'ai pas non plus envie de m'ennuyer. C'est-à-dire, si je m'ennuie moi-même, j'ai peur d'ennuyer les lecteurs. Et donc, pour ne pas m'ennuyer, je change d'outil, je change de technique. Voilà. Et je passe énormément de temps à utiliser des outils différents. Donc ce matin, par exemple, je vais enlever mon casque. Là, pour remercier une voisine qui m'a donné un coup de main sur quelque chose, j'ai fait ce matin, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai fait ce matin une rose. J'ai mis une rose dans un vase. Et j'ai fait un collage, voilà, de cette rose. Ça, j'ai fait aucun album de cette manière. Pourquoi, j'en sais rien. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas fait d'album qui soit avec cette technique-là. Je rêve d'en faire un. Je vais en faire un de ces quatre, mais pas encore maintenant. Voilà. Et ça, c'est tout un travail que j'ai en plus et qui est peu connu des gens. Et voilà, j'ai besoin
d'explorer et de travailler manuellement. Alors, le truc aussi, par rapport à mes deux derniers albums qui sont Ta peau contre la mienne et Hector été automne-hiver, c'est des albums qui ont la même technique et c'est des grands originaux en noir et blanc au départ et que je mets en couleur sur l'ordi. Mais j'ai voulu basculer la tendance. C'est-à-dire avant c'était un peu 20% de dessin, 80% d'ordi, et sur ces albums-là, c'est plutôt 80% de dessin et 20% d'ordi. Donc je vais aller vous chercher une des images, non pas de Hector, mais une des images de Ta peau contre la mienne, et vous allez voir que l'ordi n'est là que pour la mise en couleur, mais les dessins existent, et le livre pourrait être imprimé avec des dessins originaux. Voilà, ça c'est un dessin original de Ta peau contre la mienne. J'ai choisi de faire des dessins en très grand format. Ça aurait pu être en plus petit parce que les dessins sont beaucoup plus grands que l'album lui-même. Et je vais vous retrouver la page auquel ça correspond. Voilà, donc le dessin final. L'ordi n'est là que pour la mise en couleur, un peu comme dans la BD, mais avec une technique un tout petit peu plus sophistiquée que dans bien des BD, où c'est juste un fond de couleur et des zones de couleur. Là, c'est vraiment toute l'image qui est remise en couleur d'après ces dessins. Voilà. Donc ça, c'est le travail le plus récent. C'est les 2 derniers albums. En ce moment, je travaille sur 2 nouveaux albums et je ne sais pas encore bien quelle esthétique, quel traitement je vais avoir pour ces albums. Mais ces derniers temps, j'ai essayé de m'éloigner le plus possible de l'outil numérique et d'être le plus proche possible du papier et de la main, en fait. Voilà. Justement, vous parliez de Ta peau contre la mienne. Je pense, enfin, pour en avoir discuté un petit peu avec vous récemment, je pense que cet album, il a une histoire un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler par rapport peut-être aux réticences des éditeurs? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est trop compliqué d'aborder ce sujet-là? Non, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. C'est vrai que aujourd'hui, quand on propose à un éditeur un album jeunesse qui s'appelle Ta peau contre la mienne, la première chose c'est qu'il saute au plafond en disant c'est pas possible. Parce que Ta peau contre la mienne, c'est évidemment un titre entre guillemets pas jeunesse, c'est un titre adulte. C'est tout à coup ça fait référence à la sensualité tactile et ça aborde aussi une question taboue, la question de la sensualité. Hein, et bien sûr, un adulte s'adressant aux enfants et en lui disant Ta peau contre la mienne, c'est irrecevable aujourd'hui parce qu'on est heureusement, et c'est très bien, parce qu'on est en guerre contre des choses qui ont été cachées pendant des années, donc la pédophilie évidemment, et que ça, tout à coup, alors après, l'histoire, elle n'a rien à voir parce que quand on voit l'image, c'est là où c'est un bon exemple de l'accord et de la complémentarité du texte et des images. Si je vous dis Ta peau contre la mienne, il y a un côté sensuel, voire sexuel, très fort. Et puis, si on met cette image-là en dessous, tout à coup, ça paraît, c'est complètement autre chose. Et là, on est dans un domaine tactile aussi, mais le domaine du lien entre l'enfant et l'animal. Si les enfants ont envie d'avoir un chat ou un chien à la maison, c'est parce qu'ils vont pouvoir les caresser, ils vont pouvoir les cajoler, les câliner. Si un enfant veut faire du poney ou du cheval, c'est parce qu'il va avoir envie de sentir la chaleur,
pouvoir caresser la joue d'un cheval, lui donner à manger, sentir que la bouche du cheval quand il va aller croquer un petit bout de pomme ou le petit bout de carotte que l'enfant va donner. Donc c'est complètement autre chose. Donc c'est vrai que ce livre, il était difficile au départ à cause de ce titre. Mais aussi parce que c'est une histoire sombre. C'est un western. Ça commence par un enterrement. La petite fille enterre le cheval qu'un méchant a tué. Après ça, elle se fabrique un blouson avec la peau de son propre cheval, ce qui est absolument irrecevable en principe. Mais les éditrices, et je les en remercie, les éditrices de Milan ont bien compris que l'enjeu était fort et que c'était une histoire forte. Et c'est aussi un livre de genre. C'est la première fois où je me dis, je vais faire un western. À partir du moment où le western est déjà quelque chose de codé, on peut y aller. Si je voulais faire un livre spécial Halloween avec des vampires, des sorcières eh ben, ça pourrait être absolument morbide, ça serait pas un problème puisqu'on est dans les codes d'Halloween. À partir du moment où on rentre dans certains codes, on peut se permettre beaucoup de choses. Voilà. Donc ça dit des choses sur la liberté d'écrivain par rapport. Ouais. Oui, de toute façon, cette liberté. Oui, cette liberté, de toute façon, il faut se battre pour la garder, et en particulier par rapport à le truc épouvantable qui nous vient beaucoup des Américains et puis des réseaux sociaux, c'est l'appropriation culturelle. Aujourd'hui, ces mots appropriation culturelle sèment la terreur dans le monde artistique, carrément. C'est-à-dire que à partir du moment où, par exemple, le Brindille a été, enfin ça c'est la version, tiens c'est une version chinoise, mais Brindille a été traduit aux États-Unis. Ça a été le bras de fer avec l'éditrice américaine, et puis finalement quand le livre est sorti aux États-Unis dans sa version intégrale, avec très peu de modifications, une petite modification quand même sur une page tabou, mais ce qui n'est pas trop grave en réalité par rapport à l'ensemble de l'histoire. Brindille a eu un prix immédiatement aux États-Unis. Donc j'espérais, avec l'éditrice américaine, refaire d'autres albums. Mais quand je lui proposais tiens-toi à droite, elle l'a regardé gentiment en disant c'est pas possible. Parce que je ne suis pas une femme africaine d'Afrique de l'Ouest de 50 ans, je n'ai aucune légitimité pour raconter cette histoire. Donc c'était non. Et elle a décidé de ne pas l'éditer là-bas. C'est parce que ce n'est pas possible. Même si elle-même aime le livre en tant qu'éditrice, elle n'a pas la force de caractère, enfin, elle n'a pas la force de caractère de s'imposer dans l'édition américaine avec un livre qui n'est pas légitime parce que je ne suis pas moi-même noir dans une Amérique où vraiment la question des Noirs est au cœur du débat politique et social. Et puis, quand j'ai fait Ta peau contre la mienne, elle a vu la maquette de ce livre, mais pas une seule seconde, elle s'est dit qu'elle allait pouvoir l'éditer. Parce que ça met en scène une Amérindienne. On ne sait pas quelle est son ethnie, mais ça se passe aux États-Unis. Et là, c'est pareil, moi je n'ai aucune légitimité pour parler des Amérindiens. Donc ça devient dramatique, ça devient extrêmement dramatique, et je suis pas le seul à le dire, même en France, ça commence à être un peu inquiétant. Voilà. Mais il faut se battre. Dans mon prochain album, il y a des gros mots. C'est une histoire de classe, et c'est une histoire de rébellion d'une classe par rapport à l'instit. L'instit qui s'appelle Madame Lespinasse, est un personnage que j'avais pas vu venir en écrivant l'histoire et qui est peut-être le personnage principal de l'album. C'est un beau personnage parce que c'est un personnage complexe. C'est un personnage qui est c'est l'histoire ça s'appelle Être un arbre, et c'est c'est l'histoire d'une rédaction dans une classe. Et c'est la maîtresse qui écrit au tableau « Si vous étiez un animal, vous seriez quoi ?» Et la petite Linette, elle décide en commençant sa rédaction qu'elle ne veut pas être un animal, elle veut être un arbre. Et c'est l'histoire de cette décision
de dire je veux être un arbre, et non seulement un arbre, mais je veux être un tilleul, pour des tas de raisons. Donc elle commence à écrire, et c'est en même temps l'histoire de l'aveu de cette petite fille qu'elle adorerait être un arbre, et en même temps la découverte de cette petite fille, une écrivaine qu'elle veut écrire, et que cette fille, elle a une espèce de révélation sur l'écriture elle-même. Et donc elle est dans une classe où tous les enfants cherchent à écrire une rédaction où il serait un animal, et elle-même est la seule au milieu à décider d'être un arbre. Elle va jusqu'au bout, c'est un hors-sujet. La maîtresse dit c'est un hors-sujet, tu sais que quand on est hors-sujet, eh bien, tu vas devoir avoir une mauvaise note. Mais c'est tellement beau ce que tu as écrit que tu dois lire cette histoire à toute la classe. Linette, très intimidée, va lire cette histoire à toute la classe. Et la classe a une espèce de révélation, c'est plus qu'une rédaction, c'est un texte magnifique, et il y a une rébellion dans la classe, où les enfants disent, c'est trop beau, il faut qu'elle ait la meilleure note. Et la maîtresse, la professeure, Madame Lespinasse, elle est dans un conflit, c'est-à-dire qu'à la fois, on vient de lui faire le cadeau de la plus belle rédaction de toute sa carrière, peut-être, et en même temps, elle est tenue de mettre une note parce que la rédaction, c'était de dire si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Et Linette, pour ne pas mentir, a dit je ne veux pas être un animal, je veux être un arbre. Et donc elle est dans ce conflit, et il y a cette rébellion dans la classe qui dit et les gros mots fusent. Et elle, en tant que maîtresse, elle est obligée de calmer les enfants en disant surveille ton langage, surveille ton langage. Mais c'est ce conflit que j'ai envie de mettre en avant. Et ce conflit, c'est pas ce conflit entre une maîtresse et sa classe, c'est le conflit entre une maîtresse et elle-même. C'est-à-dire, c'est tellement beau que je devrais mettre la meilleure note du monde. Et en même temps, mon devoir de maîtresse et les règles pédagogiques font que je dois mettre une note. Alors bien sûr, aujourd'hui, ces notions de notes, elles passent par des chiffres ou par des lettres, mais c'est bon. Mais c'est intéressant. Et aussi, en déroulant le fil de cette histoire, ce que disent les enfants dans la classe, c'est Linette est une artiste, et c'est aux artistes d'être hors sujet. Donc c'est ça le but de l'histoire. Donc je suis en train de travailler dessus, je suis en train de travailler sur l'équilibre entre les images et les mots pour être juste.